Bonjour. Alors, je suis très fier d'ouvrir cette première édition de la DuckConf, d'autant plus que visiblement, j'ai bénéficié d'aucun passe-droit, donc j'ai mérité ma place ici, donc je suis ravi de parler devant vous aujourd'hui. Le sujet que je vais évoquer avec vous, c'est un sujet que j'ai découvert il y a presque une dizaine d'années maintenant et qui m'a complètement fasciné. J'ai découvert, en ouvrant un bouquin que je cite plusieurs fois en référence dans cette présentation, qu'il y avait plein de choses qu'on faisait spontanément dans nos métiers d'informaticiens qui conduisaient presque systématiquement nos projets à l'échec. Et que ces mauvais réflexes, ces mauvaises habitudes étaient parfaitement documentés, surtout dans une littérature américaine, mais que cette littérature était globalement complètement inconnue des praticiens et des gens qui faisaient des projets informatiques. Et donc j'ai eu envie de creuser ce sujet-là. Et j'ai découvert plein de pépites, et donc je vais essayer de partager ces pépites avec vous aujourd'hui, enfin certaines, parce qu'il y en a vraiment un paquet. Et avec un petit avertissement déjà, c'est que ce qu'on va manipuler aujourd'hui, c'est de la matière dangereuse. C'est-à-dire que vous avez des habitudes, des croyances, et puis moi je vais essayer de les déconstruire, je vais vous dire, bah non, ce que dit la littérature, c'est plutôt ça. Je vous invite juste à une chose, c'est que derrière, ce qui est en jeu, c'est le succès ou la réussite de projet. Donc je vous invite juste à ne pas me croire sur parole. Je vous invite à avoir ce qu'on appellerait une démarche scientifique, à savoir tester vos hypothèses, mesurer et vérifier si ce que vous pensez est vrai ou si, en fait, il faut que vous fassiez d'autres hypothèses pour mieux réussir vos projets. Alors on va commencer par un grand classique, je pense que la plupart des gens dans cette salle le connaissent. Ce grand classique, c'est une croyance qui dit que pour livrer à temps, sur un projet en retard, on va ajouter des développeurs. Alors celui-ci, il est très documenté, il a même un nom, c'est la loi de Brooks, elle date de 1975, donc vous voyez, ça ne date pas d'hier, c'est quand même quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Et en fait, la loi de Brooks dit qu'ajouter des personnes à un projet en retard accroît son retard. Donc ça paraît contre-intuitif. Comment faire pour aller plus vite sur mon projet si je suis en retard? Eh bien, quand j'ai constaté le retard, certainement pas en ajoutant des développeurs. La raison derrière, elle est de plusieurs ordres. En premier lieu, la communication devient plus compliquée quand vous rajoutez des gens. Donc plus vous rajoutez des gens sur un projet, plus vous perdez l'effet linéaire de l'ajout de nouvelles personnes. À tel point qu'au bout d'un moment, ça va s'atténuer, ça va devenir asymptotique. C'est-à-dire chaque fois que vous allez rajouter une personne, l'effet marginal de cette nouvelle personne va être de plus en plus réduit. La deuxième raison à ça, c'est que quand vous introduisez une nouvelle personne dans un projet, vous introduisez de la perturbation. Et c'est surtout cet effet-là qui va prédominer au départ. C'est-à-dire que cette personne, il va falloir qu'elle apprenne les outils, il va falloir qu'elle apprenne le contexte, il va falloir qu'elle découvre le code et ce qui a été fait auparavant. Elle va consommer du temps à l'équipe. Donc vous allez avoir le premier effet de rajouter des gens sur un projet, c'est de dégrader ce qu'on appelle en agile la vélocité de l'équipe. Et si vous faites de l'agile, vous mesurez votre vélocité itération par itération, et c'est un effet que vous pouvez constater assez facilement, à tel point que quand vous rajoutez une personne sur un projet, il faut, de notre expérience, 4 à 6 itérations de 15 jours avant de constater le bénéfice sur la vélocité globale de l'équipe, pas moyenne, globale. C'est-à-dire avant que cette personne ait une contribution positive au projet, vous pouvez compter entre 1,5 et 3 mois, ce qui est très conséquent. Alors évidemment, ça dépend des projets, ça dépend de la complexité de l'architecture, ça dépend du niveau de qualification de la personne, ça dépend de l'habitude qu'ont les personnes à travailler ensemble. Mais voilà, vous pouvez partir du principe que si vous devez livrer dans un mois, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ce n'est pas en rajoutant des personnes que vous allez réussir à tenir ce jalon si vous êtes en retard. Deuxième idée reçue, supprimer les temps morts permet d'augmenter la productivité. Alors les deux prochaines idées reçues, elles touchent sur un mythe productiviste de l'informatique qu'on retrouve assez régulièrement. Et en fait, je vais utiliser le cadre conceptuel de la théorie des files d'attente qui est très exploitée par le Lean. Sur ce graphique, vous avez le lead time. Le lead time, c'est le temps que met un élément pour traverser votre système. Revenons à l'agile, c'est le temps que met une user story pour passer de l'état ID à l'état en prod. Et ce que dit la théorie des files d'attente, c'est que quand vous chargez votre système, donc quand vous arrivez près de 100% d'utilisation de votre système, le lead time explose.
J'ai utilisé une petite analogie que tout le monde a vécue. Si le CPU de votre ordinateur est à 100%, votre ordinateur ne fait plus rien. Ben, c'est exactement pour un autre système, quel que soit le type de système, et un système de développement typiquement. C'est-à-dire que si vos développeurs sont chargés à 100%, le temps que met une user story pour traverser le système tend vers l'infini. Alors il faut mettre ça en regard d'une autre donnée, qui est ce qu'on appelle le coût de non-utilisation de la capacité. Donc, c'est-à-dire que vous payez des développeurs, si ces développeurs ne bossent pas, vous avez un coût de non-utilisation de la capacité de 100%. C'est le début de la courbe à gauche. En revanche, s'ils sont utilisés à 100%, vous avez un coût de la non-utilisation des développeurs de 0%. Donc, c'est pour ça qu'on a une droite absolument normale. Et puis, ce qu'il faut regarder, alors j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que le lead time, il est proportionnel au coût du délai. Donc, le coût du délai, c'est une notion qui a été très utilisée par quelqu'un qui a écrit des bouquins très intéressants, Rainer Stern. Et ce qu'il dit, c'est que si on fait du logiciel, c'est parce qu'on en attend la valeur. Donc, si, avant de livrer une fonctionnalité, on attend un temps infini, eh ben, on a une perte de valeur qui correspond au temps d'immobilisation de ce qu'on devait livrer. C'est clair? Donc ça veut dire que vous avez un coût de non-utilisation de vos fonctionnalités qui est proportionnel au lead time. Et donc quand on additionne avec des moufles ces deux courbes, on atteint ça, un total cost. Et dans la plupart des systèmes, mais c'est à vous de mesurer dans votre système à vous, même s'il y a des sous-jacents mathématiques à ça, on constate que le coût optimal le mode de fonctionnement optimal du système, c'est un mode de fonctionnement où la ressource est utilisée autour de 80%. Alors la ressource, c'est un mot moche, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les développeurs. Le fonctionnement optimal d'un système, enfin développeurs, toute la chaîne de fabrication, hein, les gens qui font des specs ou des business stories, jusqu'aux gens qui font la mise en prod. Le fonctionnement optimal de votre système, ça va être quand tous ces gens vont être à 80% du max de leur temps. Et ça, c'est une idée assez contre-intuitive parce qu'on a l'impression que chaque minute passée à ne pas travailler, c'est une minute de perdu. Alors, si on peut illustrer ça avec ce qui s'est passé sur le périphérique parisien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Si vous avez une voiture, probablement, parce que vous avez dû râler quand la vitesse limite est passée de 80 à 70 km/h. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce changement de vitesse limite, ça a permis d'augmenter la vitesse moyenne de 32,6 à 38,4 km/h. Ça ne paraît pas énorme, mais quand on fait les pourcentages, ça fait quand même 18%. Et plus intéressant, les bouchons ont diminué en moyenne de 36% entre le moment avant cette mise en œuvre et après cette mise en œuvre. Donc quand on décharge un système, on optimise son mode de fonctionnement. Alors, un corollaire de ça, une autre idée reçue qui est affecter des gens sur plusieurs projets, donc créer des centres de compétences partagés, par exemple, permet de lisser la charge et de supprimer les temps morts. Donc on est dans la continuation de la logique précédente, hein, qui est que pour éviter que les gens n'aient rien à faire, on va essayer de faire en sorte qu'ils soient toujours occupés sur un projet, et comme un seul projet ne va peut-être pas occuper des gens très spécialisés, on va essayer de les mettre sur plusieurs projets en même temps. Alors, un premier élément par rapport à ça, que vous constatez probablement tous dans votre vie personnelle, hein, c'est que le multitasking individuel tue complètement la productivité. Quand vous faites plusieurs choses en même temps, par exemple tweeter pendant une conf, vous avez une chute de productivité de 40%. Et intéressant aussi, vous avez une baisse de QI de 10%. Donc en quelque sorte, entre tweeter et réfléchir, il faut choisir, et c'est un choix assez cornélien. Ça, c'est difficile à extrapoler à des situations d'équipe sur des projets plus larges. Donc ça ne parle qu'à un instant T, si quelqu'un fait plusieurs choses en même temps, il est complètement inefficace. En revanche, alors je n'ai pas trouvé beaucoup de sources qui établissent ça, j'ai trouvé une source, hein, qui est une étude de Rubenstein, Meyers et Evans, qui dit que gérer des projets en série plutôt qu'en parallèle peut réduire les coûts jusqu'à 40% sur des projets complexes. C'est aussi quelque chose qui est introduit par le Lean, qui conseille explicitement de ne pas découper des projets en morceaux, mais plutôt de les faire de façon séquentielle. Et je vais en appeler à ce que vous vivez tous les jours. Dans la plupart des organisations DSI, enfin
À un moment donné, il y a eu une mode organisationnelle dans les DSI qui a consisté à créer des centres de compétences pointus sur tous les sujets. Comme les experts étaient compliqués à trouver, que c'était difficile de les dédier à un projet en entier, on a créé le centre d'expertise sur les échanges, le centre d'expertise de la BI, le centre d'expertise de la sécurité, enfin voilà, vous me suivez. Le problème, c'est que quand on pousse cette logique de découpage au maximum, pour faire un projet, il faut arriver à trouver un expert pointu sur chacun des sujets pour arriver à délivrer le projet. Donc ça fait une coordination de parfois 10, 15 équipes différentes. Vous avez besoin de vous coordonner, donc vous organisez la prochaine réunion sur le sujet. Tous ces gens-là sont en utilisation maximale, donc à 100% de leur capacité. Donc le prochain moment disponible dans leur agenda, c'est dans 3 semaines, 1 mois. Et c'est-à-dire que finalement, le prochain point de synchro où les gens vont pouvoir se parler et communiquer efficacement, c'est dans 1 mois et demi. Donc votre projet va bricoler pendant le mois et demi prochain parce que vous n'arrivez pas à mettre ensemble dans la même salle les gens qui doivent communiquer pour réussir votre projet. On va aborder l'idée reçue numéro 4, qui est aussi quelque chose qu'on rencontre très fréquemment dans notre industrie et qui est un contresens. Ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a une phase projet où on va prendre des ressources très chères, Octo par exemple, puis après, quand on va mettre en prod, on va envoyer ça en offshore avec des ressources qui coûtent beaucoup moins cher. En disant, là maintenant, c'est quelque chose de plus facile que la première phase projet. Et en fait, ce n'est pas le cas. Ce qu'on constate, c'est que l'activité de maintenance consomme, pas consommer, pardon, typiquement 40 à 80% des coûts de fabrication d'un logiciel. Donc sur le cycle de vie complet d'un logiciel, vous avez 40 à 80% des coûts qui sont consacrés, non pas à la phase projet, mais à la phase de maintenance. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que plus le logiciel est qualitatif, plus la phase maintenance prend de l'importance, de façon contre-intuitive. Si un logiciel est très utile, vous allez investir, et de très bonne qualité, vous allez investir dessus pendant très longtemps, donc il va avoir une durée de vie importante, et donc la phase maintenance va être prépondérante par rapport à la phase projet. Selon ces stats, c'est donc probablement la phase la plus importante. Alors je cite un gars qui s'appelle Robert Glass, qui est l'auteur du bouquin Facts and Fallacies of Software Engineering, qui est le bouquin qui m'a ouvert l'esprit sur tous ces sujets. Donc la phase de maintenance, c'est la phase la plus importante d'un projet. Et puis si on y regarde de plus près, commencer un projet from scratch, c'est facile. Il y a une part de design, mais en fait, on part d'une feuille blanche, on fait ce qu'on veut, on n'a pas d'historique, on n'a pas besoin de comprendre ce que les autres ont fait. Le design va progressivement se complexifier en cours de route. Alors que si vous reprenez un projet en maintenance, c'est hyper compliqué. Il y a des générations de développeurs qui sont passés dessus, il y a une richesse fonctionnelle qui est énorme. Quand vous bougez quelque chose, il y a tout qui pète à côté. Si ça se trouve, vous n'avez pas de patrimoine de tests automatisés. Donc la qualité des compétences qu'il faut pour assurer la maintenance d'un logiciel est bien supérieure aux qualités qu'il faut pour faire du mode projet. Et pourtant, on a tendance à mettre des gens moins coûteux, ce qui a tendance à dégrader assez rapidement la qualité du logiciel et qui fait que l'actif informatique se dégrade beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait attendre sinon. Et donc, toujours Robert Glass qui dit « la maintenance est une tâche plus complexe que le développement » et qui conseille justement de mettre des profils de plus haut niveau sur les tâches de maintenance. Idée numéro 5. Alors ça fait partie des grands mythes de l'informatique. En misant sur la réutilisation, nous allons réduire nos coûts de développement. La réutilisation a une promesse géniale, et c'est quelque chose qui est assez intuitif, qui est, si on fait plusieurs fois la même chose, on va reprendre un bout de code, un composant, un service, et on va le dupliquer dans les autres environnements ou le réutiliser dans les autres environnements. Et évidemment, ça va faire baisser le coût complet de développement de ce logiciel. Mais en fait, la réalité, c'est pas tout à fait ça. Je ne sais pas si vous avez noté, mais alors moi, je commence à être un peu vieux. J'ai déjà vécu, je pense, 5 vagues de réutilisation, de promesses de réutilisation. Donc il y avait les objets Corba, il y avait les composants J2, il y a eu la SOA,
On parle maintenant, évidemment, d'API, même si c'est une des promesses les plus abouties, je pense. Il y a les microservices. Donc, en fait, c'est quelque chose qui revient à intervalles récurrents dans notre industrie, qui est qu'on va avoir une technologie miracle qui va nous permettre de faire de la réutilisation. Le problème, c'est que ce n'est pas technologique, c'est un problème de design. Toujours, Robert Glass explique qu'un composant réutilisable est au minimum 3 fois plus complexe à construire qu'un composant à usage unique. Et on voit bien pourquoi, c'est-à-dire que la duplication absolue, on va faire exactement la même chose dans le même contexte technologique et fonctionnel à un composant, ça n'arrive jamais. Il y a toujours des petites variabilités. Un cas extrêmement classique, c'est tous les systèmes multi-pays. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont lancés. Est-ce qu'il y en a qui ont un système multi-pays ou multi-entité à leur agenda? Je vois des têtes qui se hochent. Ça, c'est un enfer, parce qu'on a l'impression, vu d'avion, que tous les pays vont faire la même chose. Et en fait, ce n'est jamais le cas. Il y a toujours des petites variations. Et le niveau de conception qu'il faut pour être capable de digérer toutes ces variations, il est considérable. Et donc, en fait, on arrive à une situation où cette promesse qui est très alléchante de prime abord se transforme en cauchemar dans la réalité, parce que l'effort qu'il faut mettre pour arriver à concevoir un service, un composant réutilisable, est bien supérieur à l'effort qu'il faut mettre pour faire quelque chose une fois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire que miser sur la réutilisabilité, de prime abord, avant toute chose, avant d'avoir le contexte d'exécution concret de cet élément réutilisable, c'est une perte de temps. Ce que j'ai constaté, moi, dans mon expérience, c'est que les contextes qui marchaient le mieux, c'est les contextes qui ne se posaient pas de questions, qui s'arrangeaient pour délivrer un service dans un contexte, et après, qui dupliquaient ce mode de fonctionnement, qui le faisaient marcher dans un deuxième contexte, et qui, à partir de ce moment-là, avaient une suffisamment bonne connaissance des contextes d'utilisation de ce composant réutilisable pour là commencer à construire quelque chose de générique. Parfois même, et c'est les démarches les plus efficaces que j'ai rencontrées, en jetant les 2 premières itérations, en repartant d'une page blanche qui utilise la connaissance de ce qu'on a découvert sur les 2 premières itérations. Et c'est ça qui permet de concevoir un beau composant générique. Et puis évidemment, ce qui est très compliqué si on fait un composant générique from scratch, enfin un service, quelque chose de réutilisable from scratch, ce qui est très compliqué, c'est de le tester. Si vous n'avez pas le contexte de mise en œuvre de ce composant, vous n'arriverez jamais à le tester de façon pertinente. Pareil, je reprends les systèmes multi-entités. On dit, allez, on va déployer quelque chose pour la Belgique et on va le concevoir de façon générique. Mais en fait, de façon générique, ça veut dire quoi? Qu'il doit s'adapter à la France ou à l'Angleterre. Mais si vous ne l'avez jamais testé en France ou en Angleterre, vous ne savez pas s'il est générique. Le seul jour où vous savez s'il est vraiment générique, c'est le jour où vous l'allez déployer. Et dans 99% des cas, ça ne marche pas. Autre idée reçue. Les primes sur objectifs permettent de motiver les gens. Alors celle-ci, je la trouve très intéressante et je vais utiliser un petit détour pour illustrer cette idée reçue. Je vais utiliser le Marshmallow Challenge, le Challenge Chamallow. Vous connaissez ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent dans la salle? Oui, un petit quart. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors globalement, c'est un jeu très simple que vous pouvez faire avec tout le monde. Très bon team building d'entreprise. Ça marche aussi avec des enfants. Vous pouvez faire ça à la maison. Et le principe, c'est que vous avez un chamallow, une ficelle de 1 mètre, 1 mètre de ruban adhésif, 20 spaghettis et un chamallow, et 18 minutes, pardon. Et l'objectif, c'est de construire la tour la plus haute, par équipe de 6, avec, stable, enfin qui tienne, avec le chamallow au sommet de la tour. Très ludique, très sympa. Voilà, c'est un jeu, c'est un parfait jeu pour faire du team building. Il y a des gens qui ont fait tourner ce jeu-là partout dans le monde. Ils ont tiré plein de conclusions. Alors, des choses assez amusantes, c'est que des enfants réussissent mieux que des groupes de CEO. Voilà, donc ça rend modeste. En revanche, si vous ajoutez un assistant de direction ou une assistante de direction dans l'équipe de CEO, là, elle commence à performer mieux que les enfants. Amusant également. Là, vous avez les résultats typiques qu'on obtient si on fait jouer ce jeu à 10 équipes. Donc, vous avez à peu près 4 équipes qui ne vont jamais réussir à lever leur tour ou qui ne vont pas réussir à la stabiliser.
Et puis des équipes qui vont être autour de, c'est des Américains évidemment, donc c'est 20 inches, donc 20 inches c'est pas mal quand même, ça fait 60 cm, donc je dirais que ça fait à peu près ça, et je vous invite à jouer, vous verrez que c'est pas si facile que ça. Et ils ont fait une expérience très très intéressante, qui est qu'ils ont demandé à des équipes donc, de participer au challenge, et il y avait un prix à ce challenge. La première équipe, l'équipe qui allait faire la tour la plus haute, allait gagner 10 000 $. Sympa, 10 000 $, ça commence à faire un peu d'argent. Vous savez quel est le résultat? C'est ça. Il n'y a pas une équipe qui a réussi à faire tenir une tour. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la conférence de Dan Pink à TED, qui a eu beaucoup de vues et que je vous invite à lire parce que c'est un orateur exceptionnel avec beaucoup d'humour et qui dit des choses intelligentes. Et il explique que les incentives, les bonus, ne marchent que dans des contextes particuliers et sont contre-productifs dans d'autres contextes. Les contextes particuliers dans lesquels ils marchent, c'est les contextes où il n'y a pas besoin de collaboration et où la tâche est connue. Typiquement, un vendeur, un représentant de commerce qui va vendre toujours la même chose et qui est tout seul pour vendre ses choses, là, vous pouvez mettre des incentives, ça va marcher de façon assez efficace. En revanche, si vous avez besoin de faire travailler les gens ensemble, et si vous avez besoin de créativité, ben là, les incentives ne marchent plus. Et on est typiquement dans ce cas-là. C'est-à-dire que là, c'est des gens qui ne se connaissaient pas forcément très bien, qui doivent collaborer ensemble en un temps limité sur un projet, et qui doivent être créatifs parce qu'ils ne connaissent pas la solution de prime abord. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous refaites l'expérience en disant, avec les mêmes équipes, en disant on vous remet 10 000 $, ils vont réussir à faire des tours très hautes, plus hautes que celles que j'ai montrées précédemment. Donc les contextes où les incentives marchent bien, c'est des contextes qui sont finalement l'antithèse des contextes de développement logiciel. Quand on fait du software, en général, dans 90% des cas, on est dans cette situation où on a besoin de collaborer et où on a besoin de créativité, c'est-à-dire de découvrir des choses qu'on n'a jamais faites auparavant. Alors je sais que c'est un peu antinomique, on a souvent l'image du développement comme quelque chose de pas créatif. Non, enfin, si vous êtes dans cette salle, probablement que vous êtes tous conscients du fait que l'activité de développement est une activité extrêmement créative. Il y a une autre anecdote que je trouve assez amusante sur l'effet des bonus, c'est ce qu'on appelle le Cobra Effect. Alors le Cobra Effect, c'est issu d'une anecdote qui s'est passée dans l'Inde coloniale, donc au XIXe siècle, je pense. Et donc le gouvernement britannique colonial trouvait qu'il y avait un peu trop de cobras en Inde. Donc ils ont décidé de faire quelque chose, ils ont donné une prime aux gens pour toutes les têtes de cobras ramenées. Et vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à élever des cobras. Donc ils ont commencé à récupérer des cobras, à les mettre en cage et puis à les nourrir, quoi. Et donc les cobras se sont multipliés, donc ils ramenaient plein de têtes de cobras au gouvernement, et donc ils touchaient plein d'argent. Au bout d'un moment, le gouvernement britannique s'en est rendu compte, donc il a arrêté cette prime. Donc les gens avaient plein de cobras chez eux qui ne leur servaient plus à rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert les cages. Et on s'est retrouvé dans une situation où, après la mise en place de la prime, il y avait plus de cobras en Inde qu'il n'y en avait auparavant. Et c'est tout l'effet dangereux des incentives que vous pouvez constater sur les projets. Alors nous, on voit ça de façon assez courante, c'est-à-dire si vous incitez, si vous incentivez les gens sur la vélocité de l'équipe, vous pouvez être à peu près sûr qu'au bout de 3 itérations, les chiffres de la vélocité vont être truffés. Même chose sur le passage des tests unitaires. Si vous dites, bah voilà, vous n'aurez votre bonus de prestataire que si vous avez atteint le niveau de 100% de tests unitaires, je vous invite à vérifier le contenu des tests unitaires parce que très probablement, ils ne testent pas grand-chose, quoi. Donc il faut toujours être vigilant dans nos métiers créatifs qui nécessitent de la collaboration aux incentives financières. Alors, le financier est important parce que quand on introduit de l'argent, il se passe quelque chose de très particulier qui a été documenté par des gens comme Dan Ariely, par exemple. Donc faire très attention aux incentives financières dans les domaines comme le nôtre. Idée reçue numéro 7. La localisation des équipes n'est pas importante. En fait, c'est jamais formulé tout à fait comme ça. C'est du sous-jacent par rapport à ce qu'on constate, où on voit de plus en plus d'équipes distribuées, d'équipes entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. En France, il y a cette scission qui est assez forte. Alors, en général, les maîtrises d'ouvrage à Paris et puis les maîtrises d'œuvre loin en banlieue, parce que quand même un informaticien, ça coûte cher. Et
Et il y a de plus en plus ce fait qu'on va essayer de développer en province, en offshore ou des choses comme ça. Alors quel est l'impact de la localisation sur les projets informatiques? Je vais utiliser deux expériences. Donc il y en a un, c'est la première expérience, c'est une expérience d'un monsieur Allen qui a mesuré la probabilité que vous échangiez avec un collègue en fonction de la distance. Et là, ce qu'il dit, c'est que si vous n'êtes pas sur le même plateau, globalement, je résume, si vous n'êtes pas sur le même plateau, il n'y a à peu près aucune chance que vous communiquiez avec votre collègue de travail sur le même projet. Sa formulation, c'est être à plus de 30 mètres a les mêmes effets que d'être à plusieurs kilomètres. Et vous le voyez sur cette courbe décroissante qui définit la probabilité de rencontrer par semaine votre collègue en fonction de la distance entre vos bureaux. Et vous voyez, alors ça c'est le chiffre magique des statisticiens, 0,05. Vous voyez qu'à peu près vers 30 mètres, vous êtes à peu près à ce seuil fatidique. Et donc, quand vous êtes à une distance de plus de 30 mètres, il y a peu de chances que vous ayez l'occasion de communiquer avec vos collègues. On est tous conscients que la communication, c'est la vertu alpha des projets informatiques. C'est-à-dire que l'informatique, développer du logiciel en groupe ne fonctionne que si la communication est impeccable, en fait. Autre expérience intéressante également, alors c'est une expérience le papier que vous pouvez trouver en libre accès sur Internet, c'est Why Distance Matters, Effects on Cooperation, Persuasion and Deception. Et je vais vous décrire le protocole expérimental parce que je le trouve assez joli en fait. Donc vous avez un cobaye et vous avez un expérimentateur qui est dans la salle d'à côté. Les deux communiquent soit par chat, soit par téléphone. Et l'idée, c'est de décorréler l'effet du média, c'est-à-dire être sûr qu'un mode de communication particulier n'a pas plus d'impact qu'un autre. Et on fait croire aux cobayes, à plusieurs cobayes évidemment, pas aux mêmes, mais on fait croire séquentiellement aux cobayes que la personne avec qui ils communiquent est dans la pièce d'à côté, et à l'autre bout de la ville, alors je crois que ça a été fait à Boston, donc à l'autre bout de Boston, ou à l'autre bout des États-Unis. Donc une proximité grande, une distance moyenne et une très grande distance. Et on fait passer 3 tests. Les tests, c'est ce qu'on appelle, alors c'est des tests de psychologie, donc il y a le dilemme du prisonnier. Globalement, vous jouez à un jeu où tout le monde connaît le dilemme du prisonnier. Si tout le monde coopère, il y a un gain qui est optimal pour le groupe. Si les gens ne coopèrent pas, il y a un gain qui est de plus en plus dégradé en fonction des situations de coopération. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un test qui permet de mesurer la propension des gens à collaborer. Autre test, le test de l'échelle de Paulus. Alors celui-là, il est assez intéressant. On teste le fait que les gens vont donner une image déformée d'eux-mêmes. C'est ce que peut-être certains d'entre vous font sur Mythic. Vous avez toujours tendance à exagérer un petit peu votre taille, à diminuer votre poids. Voilà. Et bien en fait, moins on est proche d'une personne, plus on a tendance à donner une image déformée de soi-même qui va être plutôt à notre avantage. Quand on est en grande proximité avec quelqu'un, on a tendance à ne pas le faire. Et le dernier test, c'est un test de coopération. Donc on vous donne 10 objets. Vous êtes dans le désert, vous êtes écrasé dans le désert, on vous donne 10 objets, un couteau, un miroir, un bout de ficelle, une gourde, une boîte d'allumettes. Et vous devez organiser ces objets de l'ordre du plus important au moins important. Et vous devez négocier avec votre interlocuteur pour arriver à une liste commune. Et ça permet de tester votre capacité à faire des concessions avec la personne avec qui vous discutez. Il n'y a pas un objet qui est plus utile que l'autre dans l'absolu, donc c'est juste un test de perception, c'est juste votre capacité à convaincre l'autre et à vous adapter aux desiderata de l'autre. Et donc quand on fait ces 3 tests, dans les 3 conditions expérimentales, ce qu'on constate, et c'est ça qui est absolument frappant, ce n'est pas la distance qui a un impact, puisque la distance réelle, c'est 2 mètres. C'est la perception de la distance qui a un impact sur ces 3 tests. Sur les 3 tests, on constate une dégradation les gens ont tendance à donner une meilleure image d'eux-mêmes que ce qu'ils sont vraiment. Ils ont tendance à ne pas faire de compromis pour organiser la liste d'items. Et ils ont tendance à ne pas collaborer. Et plus la distance est grande, plus cette incapacité à travailler avec l'autre est grande. Et c'est ça qui est essentiel, c'est-à-dire que le fait que les gens soient en Inde,
parlent pas très bien français ou que nous, on ne parle pas très bien anglais, ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est qu'on n'a pas d'affinité avec ces gens-là parce qu'on estime qu'ils sont loin. Alors, dans les interprétations qui sont données dans l'étude, il y a le fait qu'il y a une règle sociale qui nous incite individuellement à nous comporter bien, qui est le risque, globalement, je la fais courte, qu'on se fasse casser la gueule le lendemain dans la rue, quoi. Quand vous travaillez avec quelqu'un qui a 10 000 km, le risque que vous vous fassiez casser la gueule dans la rue, il devient très très faible. Et donc, vous avez des libertés de comportement qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, j'en viens à mon premier combo, le super combo, qui est... Si vous voulez rater votre projet, il y a un super combo qui est que vous prenez des équipes géographiquement distribuées, occupées à 100% et affectées sur plusieurs projets en parallèle. Et là, vous avez un bon cocktail pour rater votre projet. Idée reçue numéro 8, la taille du projet n'est pas importante. Alors, on ne le formule jamais comme ça, mais on se comporte exactement de la même façon si le projet fait 20 millions d'euros que s'il fait 2 millions d'euros. Et les faits ne nous donnent pas raison. Alors, je vais emprunter les chiffres de Capper-Jones. Je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là, mais c'est le ponte mondial de tout ce qui est métrique de projet. Donc, il a passé toute sa vie à faire des stats en point de fonction, parce que c'est la seule métrique véritablement qui permet de comparer un contexte à un autre. Et il a calculé les impacts de la qualité, de la technologie, de tout un tas de choses sur les taux de réussite de projet, sur la vélocité, sur tout un tas de paramètres. Donc si vous êtes un data freak, je vous invite à lire Capper-Jones, qui est super aussi pour s'endormir rapidement le soir, parce que c'est un petit peu, c'est un petit peu indigeste. Alors ce que vous voyez, c'est plus le nombre de points de fonction du projet augmente, plus ça coûte cher. Bon, là, ça va. Ce qu'on constate aussi, c'est que quelque chose d'assez rassurant, c'est que meilleure est la qualité, moins le projet coûte cher, et puis c'est assez significatif quand même. On gagne de l'ordre de 100 millions de dollars, un peu plus de 100 millions de dollars quand on fait des projets à 100 000 points de fonction. Donc voilà, que des choses très rassurantes. Puis une chose qu'on ne voit pas trop ici et que je vous ai mis sur un graphe, c'est les trois courbes sur une échelle logarithmique, parce que sinon ça donne des choses pas très visuelles. Sur une échelle logarithmique, là, vous avez le coût des projets en fonction de la taille. Donc vous voyez que c'est quasiment une droite, donc ça veut dire que le coût d'un projet explose exponentiellement avec la taille du projet. Puis en fait, on n'arrive plus à distinguer les courbes. Quelle que soit la qualité du projet, avant on voyait quand même que l'écart était très conséquent. Quelle que soit la qualité du développement sur un projet, c'est un paramètre d'ordre secondaire par rapport à la taille sur le coût. Donc le coût est très largement déterminé par la taille du projet. Autre stat, alors je dois avouer que j'ai un petit peu honte de citer ces chiffres ici parce que c'est probablement les données les moins scientifiques de la présentation. Donc Standish Group qui fait le miel des consultants, qui interrogent des gens dans les... C'est pour ça que c'est pas scientifique, ils interrogent des gens dans les entreprises, ils leur demandent alors vous avez réussi ou vous avez raté votre projet, et les gens disent ouais je crois que je l'ai réussi, je crois que je l'ai raté, donc bon, en termes de méthodologie c'est quand même perfectible. Puis après, ils définissent qu'est-ce que ça veut dire qu'un projet est en succès. Alors, leur définition du projet en succès, c'est qu'il n'a pas eu des coûts ou des délais significativement hors de ce qui était prévu au départ. Donc, je crois qu'ils fixent 25%. Enfin bon, la méthodologie est globalement discutable. Néanmoins, ce qu'ils disent, et le nombre d'occurrences est suffisant pour qu'il y ait un petit bruit statistique, c'est que 76% des projets de moins d'1 million de dollars, d'euros, on va faire la parité, sont en succès. En revanche, 10% des projets de plus de 10 millions de dollars sont en succès. C'est-à-dire que si vous voulez réussir un projet, il faut commencer petit. Ça ne veut pas dire que votre projet ne finira pas par coûter 10 millions de dollars. Ce n'est pas une apologie de... On est obligé de faire que des choses petites. C'est une apologie pour livrer en production quelque chose qui est maîtrisable. Le fameux Gall que j'ai cité par ailleurs disait que aucun gros projet n'a été livré en production de façon réussie from scratch. Tous les gros projets réussis, tous les gros logiciels réussis sont des logiciels qui ont évolué à partir de quelque chose de petit qui a été déployé en production.
Et donc, on en arrive au super méga combo. Donc, si vous voulez vraiment rater votre projet, vous faites un très gros projet réalisé par des équipes géographiquement distribuées, occupées à 100%. Et là, vous avez le cocktail mortel pour réussir votre projet, pour rater votre projet. Idée reçue numéro 9. Alors, quelque chose qu'on entend régulièrement, de moins en moins, je dois bien avouer, mais qu'on entend encore. L'informatique n'est pas cœur de métier pour notre entreprise. Alors, une étude que j'ai trouvée, qui date de 2012, qui dit que l'investissement en IT a un effet plus grand sur les bénéfices d'une entreprise sans S, pardon, qu'une dépense équivalente en publicité ou en R&D. C'est la source la plus fiable que j'ai trouvée qui établit une corrélation entre investissement IT et bénéfices pour l'entreprise. Et qui va à l'encontre du paradoxe de Solow, que vous connaissez peut-être, qui date de la fin des années, la fin du XXe siècle, qui disait « Je vois des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de l'économie américaine ». Et bon, on arrive maintenant à quelque chose où on commence à voir finalement l'impact de l'investissement informatique sur les résultats des entreprises. Et puis en fait, on parle de digitalisation tous les jours. Alors moi, je vais vous livrer notre définition de la digitalisation, qui est un buzzword. Chaque fois qu'on dit digitalisation, il y a quelqu'un qui tweet on dit numérisation, pas digitalisation. Okay. Donc c'est un buzzword qui est utilisé à tort et à travers. Tout le monde fait du digital. La définition que j'ai envie de vous proposer, c'est le moment où Internet, qui est une innovation de rupture, n'est plus utilisé comme un outil, mais comme un levier de transformation. C'est le moment où les entreprises et les organisations prennent conscience que Internet, les technologies du web, changent radicalement leur façon de concevoir des produits, leur façon d'interagir avec leurs clients et leur façon de travailler avec les employés. Et que du coup, ça change tout. Et dans un monde où ce levier de transformation est tellement central, si vous n'avez pas des gens qui maîtrisent l'informatique, vous allez passer à côté de l'essentiel et vous n'arriverez pas à être une véritable entreprise qui va saisir la transformation digitale. Et on voit depuis 2 ans un revirement assez notable chez les grands groupes qui de plus en plus se remettent à internaliser des compétences de dev, par exemple, qui était un peu le chat noir pendant des années. Ils commencent à réembaucher des développeurs parce qu'ils ont compris que s'ils n'avaient pas un minimum de maîtrise de la technologie, ils allaient passer à côté de cette révolution. Bon, c'est dans un slide ce que je viens d'expliquer, et je vais conclure avec quelque chose qu'on fait toujours maintenant dans les confs informatiques, la morale de Spider-Man. Donc vous connaissez la morale de Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le monde s'écrit avec des lignes de code, comme dirait Andresen, et en fait, nous, gens de l'informatique, alors je ne sais pas s'il y a des gens de la technologie dans la salle, mais j'imagine en très grande majorité, nous, gens de la technologie, on a un pouvoir démiurgique. Nous sommes en train de façonner le monde de demain. Mais c'est une énorme responsabilité. Quand on ignore tous ces éléments systémiques-là, on fait faire des erreurs énormes aux entreprises, et donc on fait perdre beaucoup de valeur, beaucoup d'argent. Ça a un impact aussi sur la motivation des équipes, et donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas manier à la légère. Donc je vous invite vraiment à pas prendre en compte ce que je vous ai dit, mais à essayer au quotidien d'émettre des hypothèses, de vérifier si elles sont valides, et puis d'avancer comme ça pour avoir une vision qui est moins ancrée sur des a priori et des idées reçues, et plus sur des faits réels que vous aurez constatés dans vos contextes particuliers. Je vous remercie.